Il y a dans votre vie quelqu'un dont la simple voix vous donne des frissons. Cette personne n'a rien fait de mal, elle est juste là, et vous ne pouvez pas vous empêcher de réagir. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous dérange-t-elle autant? Pourquoi provoque-t-elle une telle tempête en vous alors qu'elle n'affecte pas autant les autres? La réponse de Carl Jung est à la fois simple et profondément troublante. Cette personne ne vous dérange pas, elle vous reflète. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet miroir. Et à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais de la même façon les personnes qui vous exaspèrent. Réfléchissez-y, à qui pensez-vous en ce moment? Quelqu'un dont le nom seul vous met mal à l'aise, dont la voix seule vous serre la gorge, quelqu'un que vous essayez consciemment de contrôler lorsque vous êtes obligé d'être dans la même pièce qu'elle. Qui est-ce? Un collègue. Quelqu'un qui interrompt à chaque réunion, qui ne cesse de vanter ses propres succès. Et alors que tout le monde l'ignore, vous êtes le seul à voir la colère qui gronde en lui. Ou un membre de la famille, quelqu'un avec qui vous avez grandi sous le même toit pendant des décennies sans jamais vraiment le comprendre, quelqu'un qui vous laisse épuiser après chaque réunion. Ou peut être quelqu'un dont vous n'êtes même pas proche, quelqu'un que vous découvrez par hasard sur les réseaux sociaux, dans une vidéo ou une publication, quelqu'un dont vous ne savez rien mais que vous ne pouvez détacher de votre regard, quelqu'un qui vous obsède. Maintenant, imaginez clairement cette personne, son visage, sa voix, son comportement, et demandez-vous, pourquoi ce malaise est-il si fort? Pourquoi cette personne, qui n'affecte personne d'autre, vous perturbe-t-elle autant? Parce que si le problème ne concernait que son comportement, tout le monde serait aussi perturbé que vous. Mais ce n'est pas le cas. Les autres, qui observent cette même personne lors de cette même réunion, haussent les épaules et passent à autre chose. Mais vous, pendant des heures, vous repassez sans cesse cette scène dans votre tête, et cette différence est cruciale car elle est révélatrice. Il ne s'agit pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui s'est éveillé en vous. Selon Carl Jung, cette réaction n'est pas une colère aléatoire. C'est la remontée d'une partie de vous refoulée, ignorée, constamment réduite au silence. Pensez-y. Toutes ces choses qu'on vous a répétées depuis l'enfance, ne te mets pas en colère, ne sois pas arrogant, n'en demande pas trop, sois plus humble, la vanité ne te sied pas. Ces phrases n'étaient pas de simples avertissements, elles ont aussi enfoui des choses en vous. Avec le temps, ces sentiments, ces pulsions, ces traits de caractère ont plongé dans l'inconscient, devenant invisibles. Mais ils n'ont pas disparu, jamais. Car l'une des vérités fondamentales de la psychologie jungienne est la suivante. Ce qui est refoulé ne disparaît pas, il se renforce, et lorsqu'il rencontre quelque chose de similaire à l'extérieur, il se réactive. C'est précisément pour cela que cette personne vous exaspère. Cette personne peut être la manifestation extérieure d'un trait de caractère que vous possédez sans le reconnaître. Cette idée est troublante à première vue. Même, on la rejette d'emblée. Non, c'est lui qui est vraiment agaçant, ce n'est pas moi. Et peut-être avez-vous partiellement raison, mais Jung nous pose ici une question différente. Pourquoi êtes-vous si affecté? La réponse n'est pas toujours extérieure, mais intérieure. Il existe en nous une chambre d'écho, et lorsqu'un son extérieur y pénètre, s'il y trouve un écho, il se propage, se renforce, grandit, et nous disons « cette personne me rend fou ». Mais en réalité, voici ce qui se passe. Le son extérieur a réveillé l'écho refoulé à l'intérieur. Plus cette chambre d'écho est pleine, plus les émotions refoulées, les désirs étouffés et les besoins ignorés se sont accumulés, plus le stimulus extérieur devient fort à l'intérieur. Et que faisons-nous lorsque nous entendons ce cri? La plupart du temps, on essaie de faire taire cette voix, de prendre nos distances avec la personne, de la critiquer, de parler d'elle, d'essayer de l'effacer de notre esprit. Mais le bruit persiste, car il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. C'est pourquoi ce chapitre s'intitule « La chambre d'écho intérieure ». La première chose à comprendre est la suivante. Avant d'apprendre quoi que ce soit sur les personnes qui nous exaspèrent, il faut comprendre où se situe le point sensible en nous. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le plus transformateur qui soit, car on ne peut ni changer les autres, ni les contrôler. En revanche, on peut identifier cette chambre d'écho intérieure, et une fois identifiée, elle n'absorbe plus chaque son avec la même force. L'un des concepts les plus sombres et les plus transformateurs de la psychologie jungienne, l'ombre, peut se définir par un mot simple, le soi que l'on rejette. Mais aussi simple que paraisse cette définition, la vérité qu'elle recèle est si profonde que la plupart des gens préfèrent la fuir toute leur vie plutôt que de l'affronter. Car reconnaître son ombre, c'est voir en soi ce que l'on n'aime pas. Et c'est là l'une des plus grandes résistances de l'humanité, vouloir se voir comme quelque chose de différent de ce que l'on est. Or, réfléchissez, vous avez appris qui vous êtes,
et non qui vous êtes, car les deux sont souvent distincts. Dès votre plus jeune âge, les adultes qui vous entouraient vous ont montré ce qui était acceptable, ce qui était approuvé, ce qui vous assurait d'être aimé. Un enfant en colère est indigne d'amour, un enfant qui pleure est faible, un enfant exigeant est gâté, un enfant satisfait de lui-même est arrogant. Ces messages étaient parfois verbaux, parfois d'un regard, parfois du silence, parfois accompagnés de punitions ou de récompenses. Et vous, pour être aimé, accepté, en sécurité, vous avez suivi ces injonctions, enfoui votre colère, refoulé vos besoins, vous vous êtes tu, avez caché votre ambition, dissimulé vos faiblesses, et avec le temps, ces parts refoulées ont sombré dans l'inconscient. Vous ne pouviez plus les voir, mais elles n'avaient pas disparu. Selon Jung, l'ombre ne disparaît jamais, elle devient seulement invisible, et nous ne pouvons contrôler ce qui est invisible, et ce que nous ne pouvons contrôler nous gouverne. C'est pourquoi comprendre l'ombre est si crucial, car ce que vous ne voyez pas continue de vous gouverner. Mais l'ombre est-elle uniquement composée de mauvaise qualité? Non. Et c'est un point essentiel. L'ombre n'est pas seulement constituée de choses socialement considérées comme négatives, telles que la colère, la jalousie ou l'égoïsme. Parfois, la créativité réside dans l'ombre, parfois le leadership, parfois un désir profond, parfois un talent refoulé. Celui qui a intériorisé l'idée que l'art est pour les oisifs a peu être enfoui son âme d'artiste dans son ombre. Une personne élevée avec l'idée que l'ambition enlaidie a peu être dissimulé son désir de réussir sous une profonde couche de honte. Ainsi, l'ombre n'est pas seulement obscure, mais elle recèle parfois des aspects lumineux, quoique refoulés. Jung appelle cela l'âge d'or. L'ombre, dit-il, et nous en arrivons à la question cruciale. Comment cette ombre se manifeste-t-elle? C'est là qu'intervient l'effet miroir. Plus un trait refoulé est profondément enfoui intérieurement, plus notre réaction envers une personne qui le manifeste extérieurement sera intense. Si une personne qui se vante constamment de ses réussites en toutes circonstances vous dérange profondément, prenez un instant pour vous interroger. N'ai-je jamais souhaité être vu? N'ai-je jamais souhaité être apprécié? Où ai-je enfoui ce désir? Peu. Être avez-vous reçu pendant des années le message « Sois humble » ? Peu. Être avez-vous été dénigré lorsque vous partagiez vos succès? Peu. Être votre besoin de reconnaissance a-t-il été qualifié de « gâté » ? Et vous avez refoulé ce besoin, l'avez enfoui profondément. Mais ce besoin est toujours là, et lorsque vous voyez quelqu'un le vivre sans retenue, quelque chose en vous tremble. Ce tremblement peut ressembler à de la colère, à de l'intolérance, mais c'est en réalité le cri d'une partie refoulée de vous-même. Ou, à l'inverse, si quelqu'un qui se dérobe à ses responsabilités, qui se décharge de tout sur les autres, qui ne prend rien à cœur, vous exaspère, peu, être avez-vous porté trop de responsabilités toute votre vie, peu, être avez-vous grandi avec des phrases comme « ce serait bien si tu le faisais »,« ça ne marcherait pas sans toi »,« il ne faut pas abandonner ». Et une partie de vous aspire à lâcher prise, à être libre, à vivre libéré de toute responsabilité, mais accepter cela vous paraît une faiblesse. Alors vous avez enfoui cette partie aussi. Et maintenant, vous regardez quelqu'un vivre cette liberté, et quelque chose bouillonne en vous. Il ne s'agit pas seulement de se dire « cette personne fait quelque chose de mal », mais aussi « je pourrais le faire ». Le cri étouffé de la question « pourquoi ne puis-je jamais m'autoriser à être moi-même » marque précisément le début de la reconnaissance de l'ombre. Observer ses réactions les plus intenses et se demander « qu'est-ce que cela éveille en moi ?» Se poser cette question est courageux, car la réponse n'est pas toujours facile. Mais celui qui se la pose commence à se libérer de l'emprise de son ombre. Et le plus difficile est peu, être ceci, reconnaître son ombre ne signifie pas se culpabiliser. Ces pas refoulés sont là parce qu'autrefois, on en avait besoin pour survivre. Les enfouir était la chose la plus sage à faire à l'époque, mais maintenant on a grandi. Et grandir, c'est trouver le courage de faire remonter ces parts enfouies à la surface sans jugement. Jung dit, quand on nie son ombre, elle nous contrôle. Quand on la reconnaît, on la contrôle. C'est là que réside la différence. Nous allons maintenant approfondir notre réflexion, car il ne suffit pas de comprendre le fonctionnement de l'ombre. Il nous faut aussi observer comment elle se manifeste, comment elle s'attache aux autres par un mécanisme précis. Jung donne à ce mécanisme un nom très clair, la projection. Ce terme peut paraître technique, mais il s'agit en réalité d'un processus omniprésent dans votre vie que vous vivez au quotidien et que vous répétez d'innombrables fois sans vous en rendre compte. Imaginez une salle de cinéma à l'ancienne, plongée dans l'obscurité, avec un grand projecteur en arrière-plan.
À l'intérieur du projecteur se trouve une pellicule. La lumière capte les images de cette pellicule et les projette sur un écran blanc en face. L'écran ne crée pas ces images, il ne fait que les contenir. L'image provient de l'intérieur du projecteur et non de l'écran. L'esprit humain fonctionne exactement de la même manière. Si nous avons en nous quelque chose que nous refusons de reconnaître, que nous avons du mal à accepter, que nous ignorons, nous le projetons inconsciemment sur autrui. Nous percevons cette personne comme porteuse de cette caractéristique et la réaction que nous éprouvons alors envers elle est en réalité une réaction à notre propre reflet. Mais nous l'ignorons. Nous nous contentons de dire « cette personne me rend fou, folle », alors qu'en réalité, le processus est le suivant. Le projecteur fonctionne et l'écran est la personne qui y apparaît à cet instant précis. C'est pourquoi la projection est un mécanisme si insidieux. Elle paraît parfaitement réelle, le comportement de cette personne est réel, votre réaction est réelle, le malaise que vous ressentez est réel. Mais la source de ce malaise n'est pas là où vous le pensez. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez un ami qui ment constamment, petit mensonge, gros mensonge, déformation de la vérité, et que vous ne le supportiez plus. Après chaque mensonge, une colère profonde vous envahit. Vous ne vous contentez pas de dire « ce n'est pas bien », vous avez l'impression que votre cœur brûle. Maintenant, arrêtez-vous et demandez-vous. M'est-il déjà arrivé de me sentir obligé, de mentir? Ai-je caché des choses parce que dire la vérité me semblait dangereux? Ai-je déformé la vérité pour me protéger? Et si la réponse est « oui, vous avez être refoulé cette peur de ne pas être honnête, ce besoin de vous réfugier dans le mensonge, et vous voyez maintenant quelqu'un agir ainsi, sans vergogne. Cette personne vous semble à la fois familière et insupportable. Familière parce que vous la connaissez, insupportable parce que vous ne voulez pas la voir. Ou, à l'inverse, vous vous définissez peu, être comme extrêmement honnête, transparent, disant toujours la vérité, et vous vous accrochez si fort à cette identité que vous ne remarquez pas les petits mensonges, les petits calculs, les petits mécanismes d'autodéfense en vous, car les accepter ébranlerait cette identité. C'est alors que la projection fonctionne encore plus fortement. Plus l'identité que vous avez construite est rigide, plus l'ombre est profonde, et plus votre réaction est dure envers quelqu'un qui la contredit. L'une des observations les plus frappantes de Jung entre en jeu ici. Ce que vous voyez chez autrui et qui vous perturbe profondément, vous le possédez aussi en vous, sinon vous ne réagiriez pas si fortement. On rejette d'abord cette phrase « Non, je ne suis pas comme ça. Eux, ils sont vraiment comme ça. » Et peut être que la personne est véritablement ce qu'elle est. La projection ne signifie pas toujours que l'autre personne est totalement innocente. Mais elle soulève la question « Pourquoi ce trait de caractère vous affecte-t-il si profondément ?» Refuser de se poser cette question, c'est comme essayer de briser un miroir. L'image ne disparaît pas, seul le verre se brise. La projection ne fonctionne-t-elle qu'avec les traits négatifs? Non, et il est crucial de le comprendre. Parfois, nous éprouvons une admiration inexplicable pour quelqu'un. Sa liberté, son courage, sa créativité, sa capacité à poser des limites. Et parfois, cette admiration se transforme en souffrance. En observant cette personne, on ressent à la fois « j'aimerais être comme ça » et « pourquoi n'ai-je pas ça ?» Ceci aussi est une projection. Cette fois, vous projetez sur cette personne la part d'ombre que vous avez, votre potentiel refoulé. Et la question la plus pertinente à se poser est être « de quoi les personnes qui m'affectent le plus sont-elles le reflet en moi ?» Les personnes que vous ne supportez pas et celles que vous admirez profondément proviennent toutes deux de la même source. Elles ont toutes un message à vous transmettre. Lorsque vous êtes prêt à l'entendre, la projection cesse d'être une torture et devient un guide. C'est à ce moment précis que la projection cesse d'être un fardeau et devient une clé. Car votre regard sur les autres change, ils ne sont plus simplement des figures agaçantes ou admirables, mais des miroirs qui vous murmurent quelque chose sur vous-même. Grâce à cette prise de conscience, chaque situation conflictuelle devient une invitation plutôt qu'une punition, vous disant « Regarde, il y a quelque chose pour toi ». Lorsque la projection fonctionne ainsi, même les personnes les plus difficiles peuvent devenir les plus précieux enseignants de votre vie. Jusqu'ici, nous avons parlé de l'ombre, du projecteur, mais une question demeure, peut être la plus légitime, la plus humaine. D'accord, mais pourquoi est-ce si puissant, si disproportionné? Pourquoi mon corps se tend-il autant quand cette personne entre dans la pièce, alors que les autres restent impassibles? Pourquoi est-ce que je repasse encore ce moment en boucle dans ma tête des heures plus tard, alors que les autres l'ont oublié depuis longtemps? La réponse est directement liée à la profondeur du refoulement. Imaginez un ressort,
plus on le tire, plus sa force est grande. Une émotion refoulée fonctionne exactement de la même manière. Plus elle est enfouie longtemps, plus elle est recouverte de couches, plus un stimulus extérieur la déclenche avec force, plus votre réaction sera intense, soudaine et incontrôlable. C'est là que la plupart des gens se trompent, car ils interprètent une réaction forte comme une preuve de leur bien fondé, pensant « si je suis aussi en colère, c'est que j'ai vraiment subi une injustice ». Mais Jung nous dit le contraire. L'intensité de la réaction est souvent proportionnelle non pas à l'ampleur de l'événement extérieur, mais à la profondeur du refoulement intérieur. Ainsi, plus vous réagissez, plus vous êtes invité à l'introspection. Maintenant, un instant, pensez à votre propre vie. Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous pensez à cette personne? Ce n'est pas qu'un simple malaise mental, c'est aussi une réaction physique. Peut-être votre poitrine se serre-t-elle, peut-être votre mâchoire se crispe-t-elle, peut-être avez-vous un nœud à l'estomac, peut-être avez-vous du mal à respirer. Ces réactions corporelles sont très importantes car l'inconscient se révèle, il s'exprime non par les mots, mais par le corps. Et le corps ne ment jamais. Cette tension, cette crispation, ce nœud vous disent « il y a quelque chose de profond ici, une couche sous la surface, et cette couche ne veut pas être touchée, mais elle attend d'être touchée. » Alors pourquoi certaines personnes ne ressentent-elles jamais ces réactions? Pourquoi la même personne, le même comportement, provoque-t-il une tempête chez certains, tandis qu'il ne laisse aucune trace chez d'autres? La réponse est la suivante. Pour ceux qui ont déjà reconnu, traité et intégré cette caractéristique, le miroir ne reflète plus l'étranger, mais le familier, et ce qui est familier ne représente plus une menace. En revanche, pour une part de vous-même encore inconnue, enfouie profondément, le reflet extérieur sonne comme une alarme, activant tout le système, car l'inconscient souhaite que cette part soit vue, intégrée, et le seul moyen dont il dispose pour exprimer ce désir est d'utiliser le déclencheur. Il est important de préciser que toute réaction violente n'est pas une projection. Ce point doit être clairement énoncé. En cas de véritable violation, de franchissement d'une limite réelle, d'injustice subie, réagir est à la fois naturel et sain. Ce que Jung appelait « réagir » n'est pas une simple réaction. Non, il s'agit plutôt de prêter attention au moment où la réaction vous submerge. Il y a une grande différence entre établir des limites maîtrisées et réagir de manière incontrôlée, obsédant pendant des heures et vous empêchant de cesser de penser à cette personne. Et cette différence constitue précisément le signal de la projection. Il y a aussi ceci. Ces réactions disproportionnées proviennent souvent du passé. Si cette personne vous agace, il y a fort probablement un élément déclencheur bien plus subtil qui vous a touché bien plus tôt. Une expérience d'enfance, une ancienne relation, une blessure ancienne. Et cette personne appuie sur cette blessure. Ce n'est pas intentionnel, elle est simplement là. Mais vous réagissez à cette présence par une douleur très ancienne. Lorsque vous prenez conscience de cela, votre réaction envers cette personne se transforme, car vous réalisez que vous ne réagissez plus à la personne, mais bien à cette vieille blessure. Et cette prise de conscience commence à briser le pouvoir de ce déclencheur, lentement mais sûrement. Et le point le plus important peut être le suivant. Lorsque vous commencez à remarquer ces réactions disproportionnées, vous pouvez choisir la curiosité plutôt que le jugement, car le jugement ferme des portes, tandis que la curiosité les ouvre. Ce que nous avons décrit jusqu'ici peut être suscité en vous une émotion, un malaise, une prise de conscience, ou encore cette question « Bon, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» C'est précisément là que les chemins divergent, car face à cette information, deux options s'offrent à vous, fuir ou regarder en face. Et la grande majorité des gens, sans s'en rendre compte, choisissent systématiquement la fuite, éliminant cette personne de leur vie, tournant la page, refoulant ce sentiment et croyant être soulagés, ne serait-ce qu'un instant. Mais l'un des avertissements les plus sévères de Jung prend tout son sens ici. Ce que vous fuyez vous contrôle. Quelle que soit votre vitesse, l'ombre vous poursuit sans cesse, car elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et pour échapper à quelque chose d'intérieur, il faut fuir soi-même, ce qui est impossible. Imaginez, un feu brûle au milieu d'une pièce, et vous fermez les yeux pour ne pas le voir. Le feu ne s'éteint pas. Vous ne le voyez plus, certes, mais vous en sentez la chaleur, vous respirez sa fumée, et un jour, vous devrez bien ouvrir les yeux. L'ombre est ainsi faite. Plus on la refoule, plus elle se renforce. Plus on la nie, plus elle nous suit de près. Et son aspect le plus insidieux, voilà le problème. La fuite ne ressemble pas toujours à une fuite.
Parfois, elle se manifeste par une préoccupation excessive. On s'occupe tellement qu'on n'a plus le temps de penser. Parfois, elle se manifeste par le perfectionnisme. On s'efforce tellement d'être bien qu'on nie l'existence de sa propre ombre. Parfois, elle se manifeste par le jugement d'autrui. On voit si clairement les défauts des autres qu'on ne voit jamais les siens. Toutes ces formes de fuite sont énergivores et toutes consomment de l'énergie, une énergie considérable. Alors, que signifie se regarder dans le miroir? Se regarder dans le miroir, c'est s'arrêter à ce moment déclencheur, juste pour respirer, juste un instant, et se demander « Qu'est-ce que cela éveille en moi ?» Poser cette question paraît simple, mais en pratique, c'est extrêmement difficile, car la réponse est souvent désagréable. Parfois, la réponse est « Moi aussi, je le veux, mais je me l'interdis. » Parfois, « Je le fais aussi, mais je refuse de le voir. » Parfois, cela réveille une vieille douleur. Entendre ces réponses est perçu comme une menace par l'ego, car celui-ci cherche toujours à dire « Tout va bien, le problème est extérieur. » Mais le véritable pouvoir réside dans le dépassement de cette défense de l'ego. Voici maintenant un conseil pratique. Cette pratique de se regarder dans le miroir ne se fait pas en un instant. Ce n'est pas une décision que l'on prend, ni une pratique qui s'acquiert par la méditation. C'est une habitude, un muscle, et comme tout muscle, il ne se renforce qu'avec la répétition. Au début, il suffit de simplement le remarquer, de prendre conscience de cette tension, de cette colère, de cette intolérance, et de dire « intéressant », sans jugement, sans se mettre sur la défensive. Simplement, intéressant, cela réveille quelque chose en moi. Ce simple mot, cette simple phrase, ouvre la porte entre la réaction automatique et le choix conscient. Avec le temps, cette porte s'élargit, et si vous êtes plus attentif et que vous arrêtez plus tôt, finalement, lorsque ce déclencheur survient, il ne vous submerge plus. Vous l'observez, et une émotion observée ne peut plus vous contrôler, car la conscience coupe l'alimentation de la réaction automatique. Il est également important d'ajouter que se regarder dans le miroir ne signifie pas approuver le comportement de cette personne, c'est une distinction cruciale. Il est vrai que quelqu'un peut vous blesser, vous faire du tort ou franchir vos limites, et ce comportement peut être répréhensible. Se regarder dans le miroir ne signifie pas dire « ils avaient raison », mais se demander « qu'est-ce que cela a suscité en moi et qu'est-ce que cela dit de moi ?» Il s'agit d'être capable de voir simultanément la réalité extérieure et son écho intérieur. Et cette capacité à voir les deux en même temps est au cœur de la maturité, de la sagesse, de ce grand voyage que Jung appelait l'individuation. La fuite procure un soulagement momentané, mais se regarder dans le miroir offre une liberté durable. Et le chemin vers cette liberté consiste à se poser cette question difficile. Qu'est-ce que cela suscite en moi? Vous pouvez vous poser cette question aujourd'hui, maintenant, en regardant cette vidéo. Pensez à la personne qui vous vient à l'esprit et interrogez-vous. La réponse ne viendra peu, être pas immédiatement. Mais la question est comme une graine. Une fois semée, elle germe. Et un jour, lorsque la réponse viendra, vous réaliserez que vous vous voyez, vous et cette personne, sous un jour nouveau. Et je tiens à ce que vous sachiez ceci. Choisir de se regarder en face n'est pas une faiblesse, mais au contraire, l'acte le plus courageux qui soit, car il est facile de blâmer quelqu'un d'extérieur, de trouver une cause, un responsable, un bouc émissaire. C'est toujours moins douloureux. Mais se regarder en soi, se demander « ai-je ma part de responsabilité? Quelle est cette voix en moi ?» exige un véritable courage. Et quiconque fait preuve de ce courage ouvre inconsciemment la porte de la transformation. Une petite porte peut être à peine large, mais la lumière qui la traverse change tout avec le temps, comme le disait Jung. À moins de rendre l'inconscient conscient, il gouvernera votre vie, et vous l'appellerez destin. Se regarder dans le miroir, c'est refuser de se soumettre au destin, choisir d'être l'auteur de sa propre histoire, et ce choix commence toujours par cette question simple, posée et sincère. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, car la plupart des gens évitent de se poser ces questions, préférant briser un miroir plutôt que de se regarder dans celui qui les dérange. Mais vous êtes encore là, et cela en dit long sur vous. Je souhaite maintenant partager avec vous l'idée peut être la plus audacieuse, la plus choquante de Jung, et elle peut paraître étrange, voire inacceptable, au premier abord. Mais plus vous y réfléchirez, plus vous en découvrirez la profondeur. Les personnes qui vous dérangent le plus sont vos plus grands maîtres. Oui, vous avez bien entendu. Cette personne qui vous exaspère, qui vous consume de l'intérieur, qui occupe vos pensées pendant des heures, dont le nom vous donne des frissons, est l'un de vos plus précieux enseignants. Car aucun livre, aucune séance de thérapie,
Aucune pratique de méditation ne peut vous apporter une information aussi directe, brute et sans filtre sur vous-même. Cette personne vous montre, gratuitement et involontairement, peut être même involontairement, précisément ce point en vous qui ne demande qu'à se développer. Alors comment cette transformation s'opère-t-elle? Comment une personne qui vous exaspère peut-elle devenir votre maître? Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle commence par une décision, mais s'approfondit progressivement. La première étape est la prise de conscience, s'arrêter à l'instant déclencheur et se demander « Qu'est-ce que cela éveille en moi ?» Nous en avons déjà parlé, mais la seconde étape va plus loin. Après avoir trouvé la réponse, il s'agit d'accueillir cette part refoulée, de la reconnaître, de l'observer sans jugement, et de pouvoir dire « Oui, je le veux aussi, oui, je porte cela aussi en moi, oui, cela fait aussi partie de moi ». Ce moment d'acceptation marque le début de ce que Jung appelle l'intégration. L'intégration ne consiste pas à détruire l'ombre. Il s'agit de l'incorporer à soi-même, de la reconnaître, de faire la paix avec elle, de transformer son énergie. Car chaque caractéristique de l'ombre est une énergie, et l'énergie ne disparaît ni ne se crée, elle se transforme seulement. Lorsque la colère refoulée est intégrée, elle se transforme en une force saine pour poser des limites. Lorsque l'ambition refoulée est intégrée, elle se transforme en une motivation authentique. Lorsque le besoin refoulé d'être vu est intégré, il se transforme en une authentique capacité à s'exprimer. Ainsi, l'ombre n'est pas votre ennemi, mais votre moi non transformé. Et la transformation ne commence que lorsque vous la confrontez. Il faut également préciser que ce cheminement n'est pas linéaire. Il est fait d'aller-retour. Un jour, vous croisez cette personne et vous l'observez calmement, en pensant « Tiens, cela réveille quelque chose en moi ». Et le lendemain, vous la croisez à nouveau et votre cœur se serre. C'est normal. Cela fait partie du processus. Jung affirme que le processus d'individuation n'est jamais totalement achevé car, à chaque âge, une personne découvre de nouvelles facettes de sa personnalité, de nouvelles ombres refont surface, elle se retrouve face à de nouveaux miroirs, mais à chaque confrontation, quelque chose change. La capacité à se regarder dans le miroir s'accroît, la réactivité diminue, l'éventail des choix s'élargit, et cette évolution est cumulative. Avec le temps, vous réalisez que quelqu'un qui vous exaspérait autrefois ne vous affecte plus autant, et la raison de cette perte d'impact n'est pas que la personne ait changé, mais que vous reconnaissez désormais quelque chose de familier dans ce miroir. Ce qui est familier ne menace pas. Ce qui est familier nous instruit. C'est cela, l'individuation. Prendre progressivement conscience de soi, devenir une personne plus entière, sans pour autant baisser sa garde, mais sans en avoir besoin. Et lorsque vous atteignez ce stade, quelque chose de fascinant se produit. Votre regard sur les autres change. Vous ne vous contentez plus de dire « cette personne me dérange », mais vous vous demandez « que me révèle cette personne ?» Cette question transforme tout. Vos relations, vos réactions, votre récit de soi. Jung disait « le monde extérieur est le reflet de votre état intérieur. Lorsque vous changez votre état intérieur, le monde extérieur change aussi. » Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie, car deux personnes différentes, percevant le même événement, vivent deux réalités totalement différentes selon leur état intérieur. Et à mesure que vous apprenez à vous connaître, vous commencez à voir le monde extérieur plus clairement, avec moins de projections, moins de réactions automatiques et des choix plus conscients. Écrivez ceci en commentaire. Aujourd'hui, je me tiens devant mon miroir. C'est une simple phrase, mais un engagement, une déclaration. Vous êtes prêt à affronter vos parts d'ombre, à apprendre de vos propres maîtres et à faire un pas vers votre transformation. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.